Salut à tous, je vous retrouve pour le chapitre 6 de la Maison des Morts que vous connaissez bien maintenant sur ma chaîne. Ok, go, on est parti. Attendez, top départ. À l'extérieur, la pluie a cessé, mais l'air demeure brumeux et humide. Tom regarde par la fenêtre de la cuisine, tandis que je rince les dernières assiettes du déjeuner. À ton tour, vieux. Tom s'empare d'une assiette et commence à l'essuyer, les yeux toujours fixés sur le jardin. J'ai pris la résolution de ne pas me laisser distraire par la fenêtre, mais c'est une décision bien difficile à tenir, car elle est juste au-dessus de l'évier, précisément dans notre champ de vision. Eleanor est assise sur une vieille souche d'arbre, étreignant un livre sans le lire. Elle est en train de contempler Clara, qui essaie d'apprendre à Harriet comment tenir en équilibre sur les mains contre le mur en briques rouges. Harriet échoue chaque fois lamentablement, mais toutes les deux sourient quand ses jambes se mettent à trembler et que Clara s'efforce de les saisir pour les maintenir droites. Elle se concentre ensuite sur la roue. Clara, tournant parfaitement sur la pelouse, les membres bien droits et musclés. Elle a des taches de son sur le nez et ses cheveux brillent d'un cuivre éclatant, en dépit de l'humidité grise qui ternit toutes les couleurs alentour. Quand elle a la tête en bas, durant l'espace de quelques secondes, son haut remonte et on aperçoit son estomac pâle et ferme. Tom déglutit de manière audible. C'était une gymnaste, dit-il. Je ne lui demande pas de quoi il parle parce que, bon sang, il ne fait aucun doute que ce n'est pas de Harriet qu'il s'agit, celle-ci s'efforçant pourtant de son mieux d'imiter la fille plus âgée, malgré son corps peu gracieux. C'est une danseuse. Comment tu le sais demande Tom. Il braque vers moi un regard empli de curiosité. Je hausse les épaules gênées. J'ai dû l'entendre. L'impolitesse dont j'ai fait preuve envers elle 2 nuits auparavant ne l'a pas convaincue d'avaler ses somnifères, et bien que j'ai tenté de m'en tenir à la résolution de ne pas la croiser, il m'est difficile de savoir qu'une autre personne demeure elle aussi éveillée la nuit. En réalité, je la guette, attendant qu'elle quitte un endroit de la maison avant de m'y rendre, et de vérifier qu'elle n'a pas laissé des traces de son passage susceptibles d'éveiller les soupçons. La nuit dernière, je m'apprêtais à entrer dans la salle de jeu lorsque je l'ai aperçue par l'entrebâillement de la porte. Le tourne-disque était allumé, mais on entendait juste le craquement de l'aiguille dans le silence. Clara se tenait debout devant l'appareil, un casque sur les oreilles. Elle dansait au son de la musique, visiblement détendue, les yeux clos. Elle était perdue dans son propre espace intérieur. Elle avait oublié le reste de la maison. Le clair de lune qui filtrait à travers les rideaux ouverts formait une flaque sur le sol, rond de lumière dans lequel elle évoluait. Elle n'effectuait pas à proprement parler des pas de danse, mais elle bougeait au rythme de la musique, que je n'entendais pas, et souriait tandis qu'elle levait les bras au-dessus de la tête tout en remuant les hanches. Ma bouche était devenue sèche et le trouble s'était emparé de moi. Au début, je n'ai pas trop compris pourquoi. Ce n'était tout de même pas à cause de ses bras ou de ses jambes nues, pas plus qu'en raison des contours de son corps visibles à travers sa chemise de nuit. Certes, ces détails me mettaient mal à l'aise, mais ils n'enflammaient pas la boule compacte au creux de mon estomac. Et c'est alors que l'envie naquit en moi. Oui, je ressentis l'aigreur de la jalousie. Elle souriait parfaitement heureuse. Elle savourait un moment de liberté dans la musique. Comment pouvait-elle éprouver de la joie? Finalement, elle arrêta le tourne-disque et sortit de la salle de jeu. J'attendis dans l'ombre jusqu'à ce qu'elle disparaisse en haut de l'escalier, puis j'entrai à mon tour dans la pièce pour aller voir ce qu'elle écoutait. Mes doigts posés sur les casques, j'hésitai une seconde, puis m'éloignai. Je n'allais pas mettre un disque, je n'allais pas me laisser happer par la musique. Je refusais d'être curieux. Je retournai au lit, mais sans parvenir à trouver mon calme intérieur. Je m'efforçais de penser à ma famille, puis à Julie McKendrick. Mais la peur s'était immiscée en moi. Tout ce que j'entendais résonner à l'intérieur de moi, c'était les roues du lit d'Hélory quand on le poussait vers l'ascenseur. Tout ce que je voyais, c'était le visage plaintif de Henri disant « Il doit y avoir une erreur ». Et je ne pouvais me détacher de la pensée que je ne voulais pas mourir et être réduit à un néant terrifiant. « Comment tu le sais ?» répète Tom me ramenant brusquement en présent. Je jette un coup d'œil par la fenêtre. J'ai dû entendre les filles en parler entre elles. Elle n'a pas le droit de sembler aussi insouciante. Aucun de nous ne le peut. Je passe le chiffon sur les surfaces en inox tandis que Tom finit d'essuyer la vaisselle. Soudain, une infirmière surgit de nulle part et vérifie notre travail avant de hocher la tête en signe d'approbation et de nous autoriser à sortir de la cuisine, nos tâches étant terminées. Je n'attends pas Tom qui contemple toujours le jardin, mais je prends la direction du dortoir 4 pour essayer de dormir. J'ai à peine monté la moitié du premier escalier que je vois Ashley s'avancer dans le couloir en bas et s'arrêter devant le bureau de Matron. Je m'immobilise. Passé les premiers jours de notre arrivée ici, personne n'est plus jamais allé la voir pour lui demander quoi que ce soit. Matron ne détient aucune réponse, ou si c'est le cas, elle les garde pour elle. Elle nous a clairement fait comprendre qu'elle n'avait pas du tout envie d'avoir affaire à nous davantage que son job ne le requérait. Qui serait assez fou pour attirer l'attention de Matron sur lui? Elle prend toutes les décisions dans la maison, et je me demande parfois si elle ne choisit pas non plus le prochain à transférer au sanatorium.
Ashley prend une profonde inspiration avant de frapper 3 coups à la porte. Puis il remonte les feuilles cartonnées et roulées qu'il tient sous le bras. Elles sont épaisses de la taille d'une affiche et de différentes couleurs. J'aperçois des mots tracés d'une écriture appliquée à l'intérieur de l'une d'elles, mais je ne parviens pas à les déchiffrer. Je m'appuie sur la rampe pour mieux voir. Soudain, Matron ouvre la porte et Ashley s'engouffre à l'intérieur du bureau. Je reste quelques instants là où je me trouve. En haut de l'escalier aussi immense que vétuste m'attendent le dortoir et mon lit. Ce qu'Ashley vient demander à Matron ne devrait pas me tracasser. D'ailleurs, je m'en fiche. Mais pourtant, je veux savoir. Je gravis 2 marches et m'arrête. Je scrute de nouveau l'endroit où Ashley se tenait si nerveusement quelques secondes plus tôt. Dois-je continuer mon chemin ou revenir sur mes pas? Ashley est dans le bureau de Matron, me redis-je, et malgré moi, mon cerveau passe en revue toutes les raisons possibles de cette visite. Certes, je ne veux pas avoir de relation amicale avec les autres, à quoi bon? Et à part Will et Louis, qui me sont trop proches pour que je puisse les éviter, je suis assez bien débrouillard pour rester seule avec moi-même et ne pas être mêlée aux affaires d'autrui. Après tout, nous allons tous mourir seuls, alors il vaut mieux que je vive seule. Puis de toute façon, il n'y a rien à faire ici. Et pourtant, Ashley se trouve actuellement dans le bureau de Matron, et j'aimerais comprendre pourquoi. Il n'a pas l'air malade, et d'ailleurs s'il l'était, il est fort peu probable qu'il irait voir Matron pour le lui annoncer. Mais que signifient ces feuilles cartonnées? Il est impossible qu'il établisse une liste de plaintes relatives à l'établissement. Même une tête de nœud comme lui ne peut pas être aussi stupide. Je fronce les sourcils. Et si je me trompais? Sa démarche aurait-elle finalement quelque chose à voir avec le dortoir? Peut-être qu'au fond, ça me regarde. Je me détourne de l'escalier lugubre et béant qui se déploie telle une épine dorsale tendue et sinueuse à travers la vaste demeure, et je rebrousse chemin. Le vestibule est vide, et je vérifie les différents couloirs qui y débouchent pour m'assurer que personne ne vient, avant de coller mon oreille contre la porte. Je ne distingue pas ce qui se dit à l'intérieur, je perçois juste le murmure assourdi des voix. Aucune ne semble en colère. Il est vrai que Matron n'est jamais furieuse, ni heureuse, ni bouleversée d'ailleurs. Elle est juste Matron, impassible et impersonnelle. Je ne serais pas surprise si sous sa peau, il y avait simplement un réseau métallique de fils et de puces. Je ne m'attarde pas. Ayant déjà l'impression d'espionner, surtout, je ne veux pas qu'on me surprenne. Je retrouve Louis et Will dans la salle de jeu, seuls dans un coin, à l'écart des garçons qui s'affairent autour du tourne-disque et essaient de trouver des titres qu'ils reconnaissent ou apprécient dans la pile de vieux disques, avant de se chamailler pour imposer leur choix. Je viens juste de voir Ashley entrer dans le bureau de Matron, dis-je. Vous savez ce que ça signifie? Regarde, elle vient de monter sur une branche encore plus haute. Comment est-ce qu'elle a fait? Le jeu d'échecs est sorti, et en juger par le peu de pièces blanches qui restent, je parie que c'est Louis qui a les noires. Pourtant, aucun des garçons n'est penché sur l'échiquier. On devrait sortir pour aller jouer avec les autres, s'exclame Will en trépignant d'excitation. Jacques aussi est dehors, précise Louis. Oui, et Tom, ajoute Will. Il a fallu peu de temps pour qu'ils adoptent Tom comme un des leurs, pour l'inclure dans la bande, mais cela n'engage que d'eux. Elle lui a vraiment tapé dans l'œil, dit Louis, et il essaie de jouer les mecs cool. Échec spectaculaire, commente Will, et le duo fait entendre un rire moqueur. Je disais, reprends-je pour attirer leurs attentions, qu'Ashley est entré dans le bureau de Matron. Vous savez pourquoi? Ils finissent par tourner la tête vers moi. Non, répond Will, je l'ai pas vu. T'as pas dit des choses bizarres par hasard? Bah, pas plus qu'à son habitude, réplique Louis, et il m'adresse alors un petit sourire, se rendant visiblement compte que j'ai dérogé aux miennes. Tu n'as pas envie de dormir? Poursuit-il, et si on allait tous dans le jardin? J'émets un vague grognement désapprobateur. Pourquoi, dis-je, y a rien à foutre dehors. Clara est en train de grimper dans l'arbre, m'annonce Will. Il me dessine la fenêtre comme si je pouvais voir quoi que ce soit depuis le seuil de la porte. Je ne te retiens pas si tu veux aller jouer avec les gosses, marmonnai-je. Finalement, j'aurais dû me mettre au lit et ne pas m'inquiéter au sujet des courbettes qu'Ashley est en train de faire devant Matron. Mais nous sommes tous des gosses, crie Will. Bien, fiche le camp et va jouer, pourquoi t'as besoin de moi? Viens, insiste-t-il, on va bien rigoler, si on va tous ensemble, puis il ne pleut pas. On ne peut pas dire non plus que le soleil brille. Louis regarde ses pieds. L'une de ses chaussures est délacée, mais il ne semble pas s'en apercevoir. Elles étaient neuves quand il est arrivé. Sa mère venait juste de les lui acheter, avait-il dit d'une voix plaintive le premier soir. Mais maintenant, elles sont éraflées et usées. Comment a-t-il bien pu les abîmer alors que nous passons notre temps à errer dans cette demeure tels des fantômes? Je n'en ai aucune idée. Mais il est vrai que Louis est maladroit et agité, comme si son esprit bougeait trop vite pour que son corps puisse suivre. Des taches rouges lui couvrent les joues, et il enfonce les mains dans les poches de son jean avant de lever les yeux vers moi. Jack est dehors, redit-il d'un ton plus tranquille, mais visiblement gêné. Tom aussi, enchaînai-je.
C'est un test. Tom est plus âgé que moi et les plus petits pourraient voir un nouveau protecteur en lui. Oui, mais... Louis assit vivement aussi l'épaule pour masquer sa gêne, qui en a presque touché son oreille, également rouge. Enfin, Tom ne nous... Bref, il ne va pas faire attention à nous. S'il te plaît, Toby, implore Will. Et tous deux braquent sur moi leurs grands yeux pleins d'espoir. Je les regarde tour à tour et je me demande comment j'ai fait pour atterrir avec eux. Je pousse un soupir. De toute façon, avant d'aller au lit, je veux savoir ce qui s'est passé entre Ashley et Matron. Donc j'ai du temps à tuer. Pourquoi pas le passer à l'extérieur? Ok, 10 minutes alors, dis-je. Et je me fais soudain l'effet de mon père. Espèce de trou du, commente Will. L'injure sonne faux dans sa bouche. Merci Toby, dit Will en enfilant déjà son pull, si bien que ses mots sont étouffés. Quand sa tête ressort du col, il arbore un air radieux. Alors que je les suis dans le corridor qui mène à la porte de derrière, j'essaie de comprendre depuis quand une sortie au jardin s'apparente à un grand événement. Si on s'y amuse tant que ça, pourquoi on n'y est pas allé avant, merde? Je ne suis peut-être pas le seul à me soustraire à notre situation. Moi, j'y échappe en dormant, et il se peut que les autres le fassent en restant à l'intérieur du manoir, car l'extérieur représente le monde réel de façon trop criante, un univers auquel nous n'appartenons plus. Je mets un pied dehors et pour une fois je me dis qu'il serait préférable que je réfléchisse moins. Il faut sans doute que je boive davantage de thé au petit déjeuner. Regardez, elle est tout en haut, s'écrie Will, tandis que nous levons les yeux vers l'arbre. De l'intérieur, le vieux chêne ne me semblait pas aussi imposant, mais maintenant que nous sommes dans le parc, que nous en respirons l'air humide, il paraît immense. Son tronc tout noué est si large et épais qu'il faudrait que nous l'entourions tous les trois à la fois pour que nos doigts se touchent. L'herbe haute brille d'un vert étincelant et nous mouille les pieds. Je sens l'humidité pénétrer le tissu de mes baskets. Pourtant, il ne fait pas froid. Même s'il y a du vent, les murs élevés qui entourent la propriété nous en protègent. S'il ne s'était agi que de Jack et des garçons de dortoir 7, je ne serais pas sortie. Mais les filles sont elles aussi dans le jardin, ainsi que d'autres enfants, comme si tout à coup tout le monde s'était mélangé, du moins en apparence. Clara, elle est assise dans les branchages, la tête légèrement tournée vers le ciel et le corps à moitié caché par les feuilles. Tout le monde est dehors à cause d'elle. Avec les filles, c'est toujours le même problème. On dirait qu'elles détiennent un pouvoir secret qui se déclenche aux environs de 14 ans. Will et Louis peuvent se croire immunisés, mais en réalité c'est juste le début. N'ont-ils pas insisté pour sortir? Je repense à Julie McHenry qui est au mélange de terreur, de gêne et d'excitation abjecte qu'elle suscitait en moi dès que je m'approchais. Le parc est bien plus vaste que je ne l'imaginais. Sa superficie est presque égale à celle de la maison et s'étend sur les deux côtés. Il y a une balançoire brinque-ballante à bascule sur la gauche. Joe s'y balance sans conviction, donnant des coups de pied dans l'herbe tandis que ses jambes trop longues touchent le sol. Il a la tête baissée et les mâchoires serrées. Je n'ai pas envie de le regarder, car sa vue fait résonner en moi le grincement affreux des roues du lit dans la nuit. Quelqu'un a trouvé un ballon et Jack et Tom échangent des passes tandis que Daniel, le petit potelé, court autour, tentant de s'intégrer au jeu. Par ici, Jack, lance-le-moi, dit-il, le visage empourpré sous l'effort. Peut-être qu'il se sent plus intégré maintenant que Joe reste à l'écart et qu'Ellery est parti. Si c'est le cas, il est vraiment stupide. Jack lui envoie le ballon. Il a visé trop haut de façon intentionnelle, si bien que celui-ci passe au-dessus de sa tête et rebondit sur le mur derrière lui. Daniel court pour le rattraper et Jack éclate de rire. Ce n'est pas un rire très charitable. En effet, le gros postérieur de Daniel dépasse de son jean et quand il se penche pour ramasser le ballon, on voit nettement l'arrêt de ses fesses, tout comme sa graisse qui roule au-dessus de sa ceinture. Moi aussi j'ai envie de rire. Malgré tout, je reste à bonne distance d'eux. Il y a beaucoup d'espace et je n'ai pas envie de leur parler. Will, pour sa part, scrute avec insistance les branches du chêne. Comment as-tu fait pour grimper tout là-haut demande-t-il à Clara dont il ne voit que les jambes qui se balancent. Elle a sauté pour attraper une branche, puis elle s'est hissée dans l'arbre, lui explique Eleanor. Harriet et elle ressemblent à des nymphes des bois, avec leurs visages qui apparaissent des deux côtés du tronc. Elle a continué à escalader, ajoute-t-elle. Will saute lui aussi mais n'arrive pas à atteindre la branche la plus basse. Il regarde Louis. Tu me fais la courte échelle lui demande-t-il. C'est trop haut. Il a raison. Peut-être pas pour Tom ni Joe ni moi, mais ça l'est indiscutablement pour tous les autres. J'examine les branches. Je comprends pourquoi ni Tom ni Jack n'ont essayé. Même s'ils réussissaient à attraper la première branche sans se ridiculiser, les autres sont visiblement moins solides. Il faut être léger pour ne pas redouter qu'elles cèdent sous votre poids. Et puis Clara doit être particulièrement agile pour s'être hissée à une telle hauteur. On ne le saura pas tant qu'on n'aura pas essayé, décrète Will. Allez, Louis, fais-moi la courte échelle, puis je tirerai. Je suis jamais grimpé dans un arbre. Louis n'est toujours pas convaincu. Je suis pas très doué pour me soulever dans les airs. Alors pourquoi tu regardes là-haut comme si t'avais l'air intéressé demande Will. À cet instant, Jack attrape le ballon et le calant sous son bras, fonce vers l'arbre avant de le lancer à Tom, qui s'en saisit alors et fait mine de trébucher légèrement. Mais cette petite mise en scène est vaine, car Clara ne leur prête aucune attention.
Elle observe fixement un point dans le lointain. D'ici, je peux voir la mer. Elle est assise sur une branche, et elle a l'air aussi décontractée que si elle se trouvait à 10 centimètres du sol. Elle ne se tient même pas, écartant la frondaison pour bénéficier d'une meilleure vue. C'est beau. C'est loin d'ici, s'enquit Louis. Non, pas très loin. Je crois qu'il y a des rochers. Cela dit, je vois pas de maison. Mais j'ai l'impression qu'on est seul. Ah oui, on est seul, confirme Louis. Il n'y a personne sur l'île. Comment tu le sais? Deux gamins ont essayé de s'enfuir une fois, intervient Jack, saisissant l'occasion de se faire remarquer. Mais ils ont été pris, ils pouvaient aller nulle part. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Questionne Clara, les yeux toujours tournés vers la ligne d'horizon. Matrone, répond Jack. Matrone est arrivée. Elle a sorti une pièce de monnaie et leur a demandé de choisir pile ou face. C'était face. Le garçon qui avait dit pile a été directement conduit vers l'ascenseur, ou plus exactement traîné jusque-là, malgré ses cris et ses supplications. Il n'est jamais redescendu. Pourtant il n'était pas malade, il n'avait rien du tout. Elle a dit que l'exemple devrait servir de leçon à tous. Nous avions tous entendu cette histoire, c'était les garçons qui étaient là avant nous et qui nous l'avaient racontée, tout comme leurs prédécesseurs leur avaient rapporté. Je ne sais pas si elle est authentique, mais personne, pas même Jack, ne prendrait le risque de s'enfuir s'il n'y avait aucun endroit où se réfugier. Et puis Matrone nous semble tout à fait capable d'affliger un tel châtiment. Peut-être que je devrais t'imiter et monter pour admirer la vue, reprend Jack. Je crois qu'il a envie de changer de sujet lui aussi. Nous n'arrêtons pas de penser au sanatorium, tous autant que nous sommes. Alors nous n'avons pas de nous mettre à en parler. Il attrape la première branche et s'y balance comme un chimpanzé. A priori, on croirait que c'est facile. Mais à bien l'observer, je me rends compte qu'il s'efforce de paraître naturel pour ne pas avoir l'air d'un idiot. Si j'étais toi, je n'essaierais pas, le prévient Clara. Cette branche n'est pas très solide. Joe a éternué, crie soudain Daniel. Je l'avais oublié celui-là. À présent qu'il se trouve près de la balançoire, il a remonté son pantalon, mais son ventre pointe encore sous son pull. Il désigne le jumeau à l'air perdu. Jack, Joe est malade, insiste-t-il. Tais-toi, sale teigne, marmonne Joe. Le petit gros se précipite alors vers le groupe qui se tient autour de l'arbre. Il est malade, répète-t-il. Laisse-le tranquille, ordonne Harriet en sortant de derrière le tronc qui lui servait de protection. Et ne hurle pas des choses pareilles. Vue de près, elle n'est pas aussi froide que ça. Bon, elle n'est pas jolie non plus. Les infirmières pourraient nous entendre. Mais je disais juste à Jack que... Oh, ferme-la, Daniel s'énerve ce dernier en lâchant la branche. J'ai pas besoin d'entendre tes conneries. Désolé, Jack, je pensais juste que... Je t'ai dit de la fermer. Louis a observé toute la scène avec fascination, et ses yeux se mettent à briller quand Daniel, tout en marmonnant pitoyablement, s'éloigne pour disparaître à l'intérieur du manoir. Quand il se rend compte que Jack a les yeux braqués sur lui, Louis détourne les siens. Le souvenir du pain resté collé sur son menton chatouille encore son orgueil. Est-ce que c'est un marronnier demande Will, sourcil foncé en désignant un deuxième arbre qui se trouve près du mur à droite. Mon grand-père jouait au marron avec moi quand j'étais petit. Une ombre passa alors sur son visage. T'as déjà joué au marron, Louis ajoute-t-il. Non. C'est plus facile que les échecs, dit-il en le tirant par la manche. Viens, il y a sûrement des gros. Je viens aussi, s'écria Léonore qui surgit de derrière le tronc, son livre toujours serré contre sa poitrine. Et elle s'élance derrière eux. Harriet hésite, puis finit par se diriger vers la balançoire. Elle s'assoit sur le siège vide et adresse un petit sourire à Joe. Il ne lui rend pas. On sent une certaine tension entre Jack et Tom, comme dans un western, lorsqu'on se demande si la scène va dégénérer entre les héros. Aucun d'eux ne paraît vouloir s'en aller. Et je m'apprête à rentrer maintenant que Will et Louis sont occupés lorsque Clara prend la parole. La mer est si belle. Je me demande à quoi elle ressemble la nuit. Elle s'allonge sur sa branche et incline la tête de sorte à me voir. Sa longue chevelure rousse tombe en cascade d'un côté de son visage, tel un rideau de flammes. Pas toi, Toby ajoute-t-elle avec un sourire. Jack et Tom tournent en même temps la tête vers moi. Je réponds pas et nous l'observons, nous, tandis qu'elle descend de l'arbre avec l'agilité d'un chat. Elle a toujours ses yeux rivés sur moi et je le regrette. De l'électricité crépite à présent dans l'air entre Jack, Tom et moi, et Clara en est la cause. Je crois savoir où choper des clopes et de quoi picoler, déclare soudain Jack. Quoi demande Tom, ici? En dépit de cette annonce spectaculaire, Clara ne me lâche pas du regard, les mains fourrées dans les poches de son jean et légèrement déhanchée. De toute évidence, elle me défie, elle se moque de moi. Soudain, je me sens mal à l'aise et un peu stupide sans savoir pourquoi. Je vais tout de même pas me bagarrer comme un petit coq de village avec Tom et Jack à propos d'une fille que j'apprécie d'ailleurs peu. Ouais, continue Jack en haussant le ton. À l'étage des profs, j'ai remarqué que certains sentaient la clope. Enfin, c'est un euphémisme, ils empestent le tabac, ouais. Je parie qu'ils ont aussi de l'alcool en réserve. Ils doivent s'ennuyer à mort ici. Il tourne alors les yeux vers Clara. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Elle finit par lui jeter un coup d'œil et hausse les épaules. Si tu peux en avoir, je suis partante, dit-elle. Il lui décroche alors un sourire carnassier.
Je vais t'aider, déclare Tom qui ne veut pas être en reste. Et toi, Toby, t'es avec nous? Jack braque ses prunelles sur moi, tout comme Clara. Je regrette alors de ne pas m'être mis au lit et de ne pas être monté 2 minutes plus tôt, ce qui m'aurait d'ailleurs permis de ne pas surprendre Ashley en train d'entrer chez Matron. Je pense aux airs de jazz ou de blues que j'entends parfois en provenant des appartements des profs quand j'erre dans la demeure la nuit. Jack a sans doute raison. Moi aussi je boirais si j'étais prisonnier ici, alors que je pourrais être ailleurs. Ouais, peut-être. Ohé! La voix vient de la porte de derrière et quelques secondes plus tard, Daniel s'avance vers nous en se dandinant comme un canard sur l'herbe humide. Putain, qu'est-ce qui se passe encore, marmonne Jack. Et tout d'un coup, je ressens comme de la sympathie à son égard. Lui aussi fait office de nounou. Il faut que tu viennes voir ça, s'écrie Daniel. Il affiche un large sourire, impatient de rentrer dans les bonnes grâces de Jack. Venez tous, ajoute-t-il à la cantonade. Et je m'arrête ici. Gros suspense sur ce qui va se passer. Il y a un truc qui m'a frappé, c'est qu'on apprend qu'ils sont sur une île. Donc ils sont bloqués sur une île avec personne qui ne peut les rejoindre. En tout cas, ça paraît plus difficile de les rejoindre. Si quelqu'un veut les sauver, comme leurs parents qui voudraient peut-être les sauver après tout. Je sais pas, moi si mon enfant était amené de force dans un centre et que je savais qu'il allait y passer, j'essaierais de venir le chercher, de le reprendre, de le cacher. Et ensuite, il y a l'histoire du petit qui se serait soi-disant échappé et qui aurait été directement amené au sanatorium alors qu'il n'était pas malade. Donc qu'est-ce qu'ils font avec ces enfants? Je dirais qu'ils font des expériences sur eux. C'est assez bizarre. Sinon, qu'est-ce que j'ai remarqué d'autre? Clara, apparemment, est la plus belle des 3 filles et les 3 garçons qui ont 17 ans, qui sont les plus grands du dortoir, sont tous les 3 attirés par elle et elle s'amuse à montrer plus de l'affection pour Toby, peut-être pour les rendre jaloux, pour le gêner lui. En tout cas, il y a une connivence et Toby a beau dire qu'il n'est pas attiré par elle, je pense qu'en son fort intérieur, si. D'ailleurs, Toby est très taciturne dans la maison. Je crois que c'est lui qui a le plus le sentiment qu'il se passe ici quelque chose de pas normal et qu'ils ne peuvent pas faire comme si tout se passait bien et vivre leur petite vie. Voilà, que dire de plus? L'intrigue commence à se faire et puis j'aimerais bien savoir maintenant qu'est-ce qu'Ashley a été dire à Matron et peut-être qu'ils vont tenter de s'échapper tous ensemble. C'est un peu bizarre cette histoire parce qu'à la fois c'est bien écrit je trouve, c'est plutôt drôle un peu à lire comme ça, ils se lancent plein de vannes etc. Et à la fois la situation est carrément horrifique. En fait, le fait que ce soit bloqué sur une île, ça m'a fait penser à un film avec Leonardo DiCaprio. C'est des malades mentaux qui sont bloqués sur cette île-là et on leur fait des thérapies. Et le personnage de Leonardo DiCaprio est persuadé qu'il y a un complot sur cette île et qu'il y a un truc pas net qui se passe avec des expériences qui se font, etc. On se dit qu'il y a un mystère derrière et que tout paraît louche. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ce chapitre-là vous a plu et je vous retrouve pour le chapitre 7. Et j'ai aussi une vidéo des Sims qui va sortir où cette fois-ci je ne vais pas jouer aux Sims mais c'est une petite histoire de 5 minutes que j'ai écrite et que je fais avec les personnages des Sims. C'est pas très clair, vous aurez qu'à regarder. Salut!